Bonjour, dans le cadre du cours AFIB 2014, encadré par M. Haydan ainsi que M. Grunspan, nous allons vous expliquer ce que les bases CDS bond. Pour bien comprendre ce qu'une base CDS bond, nous allons d'abord commencer par vous expliquer ce qu'un asset swap et ce qu'un CDS. Les deux outils permettent une mesure de risque de crédit sur une obligation. L'asset swap mesure le risque de crédit, tandis que le CDS transfère le risque de crédit. Dans le premier cas, nous échangerons un coupon contre un bord plus un spread. Dans le second cas, nous payons une prime, CDS, contre une protection. Il ne devrait pas y avoir d'arbitrage entre les deux. On achète une obligation en paire et on se couvre avec un CDS. Avec cela, on annule le risque de crédit de l'émetteur. Mais cet écran Bloomberg nous montre qu'il y a une différence entre le CDS et le Z-spread, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Pour calculer la base CDS bond, il nous suffit de soustraire le spread asset swap à la prime du CDS. La fonction CRVD sur Bloomberg nous permet d'avoir directement le graphique de la base CDS bond. On peut aussi, grâce à Bloomberg, la calculer en soustrayant le spread CDS au Z-spread. Ici, le spread est de 25 et le Z-spread est de 56,06. Le Z-spread approxime l'asset swap spread. Il faut savoir aussi que lorsque la base CDS bond est différente de 0, on a une opportunité d'arbitrage. Pour revenir à ce que je disais sur le Z-spread, on voit bien sur ces courbes-là que le Z-spread en jaune suit le même schéma que l'asset swap spread en vert. Le tableau confirme les éléments énoncés auparavant. On voit bien que le Z-spread est très proche de l'asset swap spread, tandis que le I-spread est un peu moins corrélé à ces deux éléments. Pour l'opportunité d'arbitrage, on a deux cas possibles, la base négative et la base positive. Dans le premier cas, il faut que la prime du CDS soit inférieure à l'asset swap spread. À ce moment-là, l'investisseur achète de l'obligation et achète la protection par CDS. Dans le deuxième cas, il faut que la prime CDS soit supérieure à l'asset swap spread. À ce moment-là, l'investisseur emprunte et vend de l'obligation, et vend aussi une protection. Avant d'entrer dans un trade de base négative CDS bond, l'investisseur doit satisfaire un bon nombre de paiements. Comme ce trade impose l'achat d'un bond et l'achat d'une protection, cela implique naturellement des coûts de financement étant donné que le trader n'utilise pas des fonds propres mais emprunte sur les marchés pour faire ses achats. Le financement du bond. La manière la moins coûteuse de financer l'achat d'un bond est de rentrer dans un financement repo, c'est-à-dire qu'il mettra cette obligation en garantie dans le cas où il n'arriverait pas à rembourser son emprunt. Néanmoins, le financement repo ne financera pas la totalité du prix du bon, et il devra donc financer le reste du bon ainsi que le swap au taux le plus élevé sur le marché, le taux appelé Unsecured Funding Rate. Le financement du CDS, pour vous l'expliquer, nous allons considérer qu'il n'y a pas de paiement upfront lors de l'achat d'un CDS pour simplifier notre explication. Néanmoins, il y a un appel de marge que l'on va désigner par M. Cette marge est une partie du notionnel du CDS et doit être également financée par l'acheteur de la couverture. Le financement de cette marge est réalisé au taux Unsecured Funding Rate. En résumé, un trade sur base négative CDS bond implique des coûts de financement. Ces coûts ne doivent donc pas dépasser les limites requises afin que l'opération d'arbitrage reste rentable. La question à se poser est donc de savoir quelles sont ces limites. Comme on l'a vu précédemment, la différence entre le taux CDS et le Z-spread donne la base CDS bond. Néanmoins, pour profiter d'éventuelles opportunités d'arbitrage sur une base négative, il est nécessaire de se financer sur le marché. Cela, rien que pour acheter le bond ou payer les appels des marges du CDS. Ces coûts de financement ne doivent évidemment pas excéder la base négative du CDS bond, qui représente les revenus de cet arbitrage. En effet, si le coût de financement excède la base négative, alors ce trade entraîne une perte d'argent. En moyenne, on peut dire que le coût du financement, ou break-even, est égal à la base CDS bond. On peut donc dire que le break-even basis est le niveau que la base négative CDS bond doit dépasser pour que le trade soit rentable. Différents facteurs peuvent avoir une influence sur le niveau de la base CDS bond, la faisant passer de positive à négative. Le coût de financement, par exemple, a une influence sur la base CDS dans le cas où le coût de financement est plus faible que la base négative. Alors, différents trades d'arbitrage seront effectués, corrigeant ainsi cette imperfection de marché et fera tendre
le niveau de la base CDS Bond vers le niveau du coût de financement. On peut donc dire ainsi que la base augmente quand le coût de financement diminue et vice versa. Nous pouvons également parler de la qualité du collatéral. En effet, plus le collatéral est mal noté, c'est-à-dire que son risque de crédit est important, plus la base négative diminue, car le bond sera beaucoup plus rémunérateur. Il y a aussi le cas de la liquidité de marché. C'est un facteur important car une crise de liquidité augmente le coût de financement des intervenants et fait donc diminuer la base CDS Bond. Enfin, le risque de contrepartie sur le CDS qui correspond au risque que le vendeur du CDS fasse défaut avant l'actif sous-jacent est également un élément clé. Lors de la crise des subprimes, et plus particulièrement après la faillite de Lehman Brothers, les marchés connurent une crise de liquidité et de confiance sans précédent qui eut pour effet une augmentation des taux d'intérêt et des coûts de financement pour différents intervenants. La base CDS Bond s'en trouvera fortement affectée et devint très négative, comme les montrent ces deux schémas. Ainsi, de nombreuses opportunités d'arbitrage se sont présentées, mais les taux assez élevés ont refroidi les investisseurs à tenter d'en profiter. Les deux intervenants prenant part à ces opportunités d'arbitrage sont les hedge funds et les banques. Néanmoins, il existe une différence notable entre ces deux entités, le coût de financement. En effet, une banque a accès à des taux d'intérêt sur emprunt bien moins élevés que les hedge funds. Son break-even basis est donc inférieur à ceux des hedge funds et peuvent donc profiter d'un plus grand nombre d'opportunités. Le premier graphe montre deux classes d'actifs que sont les obligations investment grade notées de AAA à BBB-, et les high yield notés en dessous de BBB-. On remarque que les high yield, qui sont plus rémunérateurs en raison d'un risque de crédit plus élevé, ont une base CDS Bond bien plus négative que les investment grade. Logiquement, un hedge fund ayant un cours de financement élevé et donc un break-even basis élevé trouvera plus d'opportunités sur ses obligations high yield. Une banque, elle, pourra profiter d'un plus large panel d'actifs pour déceler une opportunité d'arbitrage. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et nous vous souhaitons une bonne année 2014.